Danfi, pourrais-tu nous dresser un constat de ce qu'est la précarité aujourd'hui et vers quelle dérive cette précarité croissante peut-elle nous entraîner? Alors, constat de précarité, tout le monde peut observer partout qu'il y a des gens dans la rue, il y a des gens qui parfois n'ont même plus de logement, il y a des gens qui cumulent 2, 3, 4 activités, pas forcément uniquement des petits métiers, il y en a qui sont dans des belles professions mais qui n'y arrivent plus, et puis sans parler, on en discutait un petit peu avant, des gilets jaunes. Oui. Ça, c'est le constat évident. Alors, le constat évident, il va plus loin. C'est que cette précarité, on regarde au début des années 2010, on se dit qu'il y avait un petit peu de précarité. Et là, on arrive au début des années 2020 avec beaucoup de précarité. Ça veut dire que ça s'accroît. Ça veut dire aussi qu'on peut se poser des questions sur les régimes politiques et économiques qui nous dirigent et la façon de gérer ceux-ci qui semble extrêmement maladroite. Et là, on arrive au fond de ta question, à savoir ces dérives, ces risques qui sont sous-jacents à la précarité en général. On va voir dans un certain temps des gens paupérisés, osons le mot, qui se diront, eh bien, j'ai plus d'argent, comment je vais m'en sortir, je ne trouve plus de travail, il y a des intelligences artificielles partout qui se développent. Je ne trouve plus de travail, j'arrive plus à suivre les formations, il faut payer pour une formation. Quand je l'ai payé, on m'explique, bah non, le travail qu'on vous donne, que vous réussissez à trouver par vous-même, c'est pour 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis après, il faudrait une autre formation. Alors quand ça a coûté 3, 4, 5, 6 000 euros la formation, tout le monde n'a pas de nouveau les moyens d'accéder à la formation suivante. Donc précarité tend vers précarisation, précarisation égale des gens qui vont se dire, mais comment m'arranger pour quand même survivre? Je vais vendre ma sœur au réseau de prostitution d'à côté. Je vais prendre mon petit frère et puis moi-même d'ailleurs, allez, on va vendre un rein, si j'ai un rein en moins, on me propose 10 000 euros, quand je vis avec 3 euros par jour, 10 000 euros c'est une fortune, je ne sais même plus ce que ça représente. Quand on est précarisé, peu à peu paupérisé depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, on ne sait plus, on discute avec des gens en précarité, on s'aperçoit qu'ils sont à 2 doigts de la folie, ils ne savent plus qu'est-ce qui vaut quoi. Et finalement, si je vends un rein, un poumon, je vois quoi, de moi, je me dis, c'est pas grave. Alors tu me diras, mais la loi l'interdit, mais on sait comment va le monde. Il y a des réseaux, il y a des économies souterraines, on peut même acheter une Kalachnikov dans telle ou telle banlieue, tout le monde le sait. Donc il y a ce qu'il y a, et puis il y a ce qui est temporisé d'ailleurs même par les préfectures de police qui se disent, bon, si on cassait l'économie souterraine, ce serait une catastrophe, on ne contrôlerait plus rien. Donc on en laisse un peu. 10 000 euros un rein pour quelqu'un de très très pauvre, c'est une somme très très importante, mais le rein vaut-il 10 000 euros? Et comme tu le dis, on va vers une prolifération de mafias. Alors, des mafias, oui, on peut penser alors aussi les gens qui se retrouvent à découvrir que quelqu'un qui a exactement leur identité a commis tel ou tel méfait. Alors il y a des mafias, des cyber-attaques, il y a des mafias qui jouent sur de l'argent, le faux argent, il y a des gens qui jouent... Enfin bref, on est devant énormément de possibilités dangereuses où l'individu n'a plus aucun contrôle sur tout ce qui se passe. Et puis il y a le surendettement dû à une consommation, à une surconsommation, une consommation où on ne peut plus s'en sortir parce qu'on est dans une famille et que dans des familles il y a les jeunes enfants, les jeunes adolescents qui veulent à tout prix, demandent à leurs parents la dernière marque à la mode. Mais là, tout à fait, tu touches un vrai drame, et on aura l'occasion d'en reparler par rapport au pacte. Le vrai drame, c'est en effet, il faudra peut-être que tu retrouves un passage du pacte concernant notre école, le projet d'école militaire formatale, parce que tous ces jeunes gens qui deviennent des délinquants, qui tombent à la dérive, ou qui simplement n'ont pas eu la chance de sortir d'une bonne famille, avec un bon réseau, pour avoir un bon travail. On prend l'exemple d'ailleurs, l'école polytechnique, au début des années 2010,
quelqu'un pouvait en sortir en se disant, dans les 6 mois avec le réseau école, j'ai du travail. Et pour quelqu'un qui sortait de l'école d'ingénieur de Compiègne, il fallait compter 2 ans. Maintenant, Polytechnique, rappelle-toi, je ne sais plus son prénom, elle était venue ici, une jeune fille qui nous disait... Ça lui a demandé 2 ans à la place de 6 mois. Exactement, et qui nous disait, enfin, j'ai un contrat de... Malgré l'énorme réseau de l'école. Exactement. Donc au bout d'un moment, on est obligé quand même de se dire que cette dérive va loin, et va loin surtout au moment où on va se retrouver avec le fait de se dire, s'il n'y a pas le principe d'une grande école formatale qui prenne même les gens les plus paumés, ou bien les délinquants, pour les structurer, alors c'est plus l'idée de mettre les gens en prison, c'est ridicule, mais c'est de prendre les gens et de les motiver, même à coup de trick si j'ose dire, mais de les motiver, c'est quasi jésuitique, hein, c'est boum boum, mais les motiver à étudier pour avoir du travail, et réétudier et prendre goût. Alors ça implique 2 idées. La première, c'est en effet de se dire, le petit gamin qui a 15 ans, qui demande à ses parents qui ont du mal à s'en sortir financièrement, je veux absolument tel vêtement qui coûte 500 €, mon petit, on t'en a acheté un l'année dernière qui coûtait aussi 500 €, on n'en peut plus. Oui, mais mes copains m'insultent tous les jours, toi t'es un pauvre, t'es un nul, t'es un idiot, j'en peux plus, je souffre. Alors le petit gamin ou la petite gamine qui est comme ça, va solliciter le vêtement. Pourquoi ? Parce qu'on est dans ce mode de société de surconsommation. Le smartphone à 800 € pièce. Par exemple, et cette société de surconsommation, elle n'est plus jouable. Alors que si on avait l'égalité d'un uniforme militaire, tous les uniformes, on ne sait pas qui est qui vient de quelle ou quelle famille. Et en plus, l'armée comme modèle, le système militaire, la fonction militaire, c'est un écart de 1 à 10 quand on prend des grilles salariales. Un homme, une femme du rang, si c'est quelqu'un qui gagne 1 000 €, on va trouver 5 000 € chez un général à 2 étoiles, qui a une fonction, on va dire, principalement comme un colonel, disons, de comptabilité, de gestion, je dirais, voire de gestion logistique, exactement. Quand on arrive au général à 5 étoiles, qui lui a une fonction stratégique, ça passe à 10 000 €. En gros, de 1 à 10. C'est pas des salaires mirobolants de grands dirigeants de grands groupes industriels qui là amènent tout le monde à dire mais c'est plus une injustice, c'est une aberration. Donc l'idée d'avoir ces grilles cohérentes, salariales, du moins équivalent salarial, puisqu'on en parlera, on va vers un système de fonctionnalisation massive et donc un système de mutuelle. Mais on en parlera tout à l'heure. Exactement. Ce sera très important d'en parler à partir précisément de cette base, c'est-à-dire cette uniformisation de la société qui permet de ne plus se comparer à l'autre. Moi je suis quelqu'un d'important, j'ai une grosse voiture, ou j'ai la super paire de chaussures si je suis une femme, ou la super robe plus valorisante que ma voisine, ou que ma collègue de bureau, ou que sais-je encore. Et à partir de là, les gens s'entretuent à travailler pour de l'extérieur, le carrosse, la belle robe, que sais-je, au lieu de se dire approfondissons et soyons dans une société où au contraire, on va amener les individus à avoir la compétence d'apprendre. Alors le soir, non, on n'est pas en train d'aller au théâtre parce qu'on s'ennuie, hein. Quel sens donner à ma pauvre existence? Non, le soir, on est en formation pour aller plus loin, soit au niveau du travail, pour avoir le futur travail qui sera technoscientifiquement le métier de demain dans la vocation qui est la mienne, dans l'orientation professionnelle qui est la mienne, soit c'est un à côté, c'est peut-être aussi le plaisir artistique, mais en tous les cas, le soir, je ne suis pas là à m'emmerder. D'accord. Et nous allons parler de la deuxième partie de cette première grosse question. Vers quelle dérive, notamment d'un point de vue des régimes politiques, vers où allons-nous, d'après toi? Un retour vers les années 30, peut-être? Du XXe siècle. Du XXe siècle. Alors, en effet, on l'avait évoqué dans une précédente vidéographie qui n'était pas fondamentale comme celle-ci, mais inaugurale. Et il est vrai qu'il faut considérer que les 2 régimes, les 2 systèmes économiques, les 2 régimes politiques qu'on observe depuis 150 ans, grosso modo, puisque ça s'est progressivement construit, et ça continuera à se construire. Orwell, on avait disséqué les fondements. Eh bien, on arrive en effet vers
une horreur. C'est-à-dire que le régime, on va dire en termes politiques, ou le système en termes économiques, libéral, qui tend vers de l'ultralibéral et qui nous amène à un système qui est à terme une fausse démocratie, bien sûr, puisque financière, et donc qui amène un système financiariste, un régime financiariste, eh bien, on se rend bien compte qu'à terme, l'être humain, bien sûr, il semble libre, mais quelle est sa liberté? Puisque tout le monde lui dit... Libéral, libre. Mais justement, on aimerait bien que ce soit un vrai régime libéral, au sens de libre, au sens politique, au sens, on dirait presque philosophique du terme. Et malheureusement, ça devient au contraire une dictature financière où chaque individu qui n'est pas dans le système est montré du doigt. Mais quoi, tu ne fais pas un resto tous les soirs? Bon, et finalement, les gens les plus bas dans la société vont au restaurant pour dire « Aujourd'hui, on reste serveur ». Mais c'est... Pour une fois, je suis servi. Mais bien sûr, à force d'être... bah oui, il faut... À force d'être asservi, pour une fois... Bravo, excellent, ton jeu de mots. Et c'est ça. Et là, presque jeu de mots MAUX, parce que on est dans cette atrocité. Donc, un des deux piliers du système actuel, c'est ce pilier, donc, on va dire, ultralibéral et financiariste, qui nous donne quel monde, un monde où l'individu est asservi par une dictature financière et finalement commerciale, où il faut sans cesse acheter, consommer, surconsommer pour dire « oui, je suis au niveau, hein, j'ai le dernier smartphone ». Et finalement, où est l'individu, où est la conscience de l'individu, la liberté? L'individu est poussé à surconsommer, parce qu'il est matraqué. Il est matraqué, et même par d'autres individus. Par d'autres individus. Ah, comment t'as pas ce nouveau gadget, t'as pas... Alors, de l'autre côté, puisque tu l'évoquais, qu'est-ce qu'on a? Et on a ce qu'on pourrait dire, donc, régime à terme totalitaire, système totalitaire en termes d'économie, et puis régime en termes de politique, on va dire, populiste. Ça veut dire quoi? Mais là, c'est plus bonnes gens, soyez libres de vous acheter ce que vous voulez, mais finalement, on vous pousse à acheter tellement que ça devient... Il faut surtravailler pour réussir à payer tout ce qu'il faudrait pour avoir l'air comme tout le monde. Là, c'est le contraire, c'est le système qui cadre les gens. Là, l'individu est brisé en tant qu'individu, et là, c'est comme un système sectaire. On dit aux gens, voilà, il faut des gens comme ça. On ne leur demande pas leur avis, ils doivent être structurés selon les impératifs collectifs de la pensée unique, du parti unique, de l'unicité des systèmes totalitaires, que ce soit vers Staline ou vers Hitler, c'est la même pensée. La thèse d'Hannah Arendt est tout à fait judicieuse. Et là, nous apparaissons, nous, synarchistes durabilistes, pour dire, mais il y a une troisième possibilité. C'est de se dire que, oui, il faut que le système soit rentable, bien sûr, mais oui, l'individu a le droit d'exister. Et justement, là, il faut pour le coup qu'il existe réellement. Qu'est-ce que c'est qu'un individu qui existe réellement? C'est un individu qui est capable de se dire, mais où est-ce que je me sens compétent? Qu'est-ce qui finalement me plaît? Quelle est ma vocation? Donc ça implique déjà qu'à l'école, on permette des troncs communs pour que des enfants aient des activités variées se disent « Ah, j'ai touché à ça. » Peu à peu, c'est pas on le cadre immédiatement pour être rentable dans une spécialisation à outrance. Non, parce qu'on sait qu'à terme, d'ailleurs c'est ce qui est pratiqué dans les grandes écoles, polytechniques et d'autres, c'est l'idée à terme de penser l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité, le terme de Jean Piaget. Oui, donc à terme, on a compris cette multidisciplinarité et ça devient ce qui va être le grand moteur du XXIe siècle, c'est-à-dire telle et telle discipline, on prend de la chimie et de la physique ensemble, on prend de la chimie et de la biologie ensemble, on prend de la biologie et de l'anthropologie avec de la sociologie ensemble, etc. Donc au bout d'un moment, on a compris que c'est ça qui va être le moteur. Donc il faut tendre vers le moteur. Donc il faut de la disciplinarité et à terme de la multidisciplinarité. Donc déjà permettre à l'enfant de découvrir plein de possibilités. Et ensuite, en effet, on le cadre. Mais on le cadre en écoutant ce que lui dit. Ah, ça me plaît beaucoup. Alors évidemment, on en reparlera. Ce qui me plaît beaucoup, c'est pas me retrouver artiste qui danse avec des claquettes. On en reparlera. Mais déjà pouvoir se dire, on aide les gens à épanouir chacun ses vocations, ses possibilités. Et là, l'enfant, l'adulte ensuite, va
apprendre dans des formations à n'en plus finir toute la vie. Ça devient comme moteur, c'est pas j'ai vu la super publicité, il faut que je m'achète la nouvelle robe, la nouvelle voiture, etc. C'est j'ai appris qu'il y avait tel corps de métier qui va se développer, ça a l'air passionnant, je vais aller vers ça. Et puis, je vais avoir des loisirs artistiques à côté en plus. Bon, à ce propos, je vais illustrer la deuxième partie de cette première question, donc sur les différents régimes et les dérives possibles, en donnant quand même une première solution grâce au pacte, et donc à la proposition numéro 138. Donc je vais en lire une petite partie. Donc, qui répondait, c'est ce que nous avait écrit Angela, elle demandait justement qu'on... Angela, c'est sur la 137. Je vais la lire après avant de passer à la deuxième partie de cette interview. La fonctionnalisation synarchique balaye l'idéologie libérale uniquement nécessaire en période de transition. Cette idéologie libérale étant dangereuse, puisque fondée sur un régime économique désuet, parce que précarisateur et producteur de terrorisme et de terreur, comme nous en avons parlé, et soi-disant antiterroriste. Et parce que son laxisme et son inhumanisme produisent de l'instabilité, de la précarité, de la pauvreté massive. Ce sont les ferments des dictatures, qu'elles engendrent régulièrement, qu'elles financent et organisent même, dont les tenants prônent aux ignorants de la macroéconomie et aux naïfs des aberrations contre lesquelles nous devons clamer la vérité. Et je ne sais pas si tu te souviens d'Anne-Phil, on a parlé de Darwin. Donc on a une phrase, une petite réflexion de Darwin. Oui, est-ce que tu t'en souviens ou est-ce que... Absolument, mais oui, bien sûr. Oui, tu avais noté cette phrase issue du livre de l'évolution des espèces sur la sélection naturelle, où Charles Darwin mentionne que survivent parmi les espèces, et au sein même de ces espèces survivent les individus qui sont capables de stabilité. Alors certains disent que les plus forts, c'est une erreur, Darwin n'a pas évoqué les plus forts, mais les plus stables, et précise que les plus stables sont en fait les plus adaptatifs, ce qui paraît finalement très logique. Dans un système qui bouge tout le temps, on va recevoir une météorite sur la figure, il va peut-être y avoir un raz-de-marée, il va peut-être y avoir un réchauffement climatique ici et un refroidissement là-bas. Enfin, bon. Et quand on comprend que tout bouge tout le temps, eh bien c'est en étant extrêmement flexible, extrêmement adaptatif, mais avec comme objectif justement de se stabiliser, de retomber sur nos pieds à chaque fois, que nous réussissons à durer. Et donc l'humanité, si elle veut durer, il ne faut pas qu'elle continue ce système aberrant en double système, disons, avec d'un côté l'épuisement de l'individu par du stress à n'en plus finir, par un système qui dit soyons plus dynamiques, plus rapides, et puis on tue les individus. Et finalement, ça va coûter une fortune, même à des gens qui se disent soi-disant humanistes, mais ça va devenir extrêmement coûteux d'avoir tout le monde malade, tout le monde en burn-out, tout le monde en cancer, en maladie psychosomatique, en fait finalement en crise, en pétage de plomb. Et puis d'autre côté, ceux qui disent bon, il n'y a pas de problème, les individus qui n'obéissent pas ou qui sont malades, allez, il faut au crématoire, le goulag. Mais oui, on peut se dire que là, on arrive dans des horreurs. Donc, les deux systèmes, que ce soit vers le système ultralibéral ou le système totalitaire, l'un semble fonctionner avec l'autre, ça devient terrible. D'accord. Donc avant de rentrer dans le cœur des solutions que nous propose le pacte, nous allons répondre à une première partie de la question d'Angela. Donc nous allons répondre par une lecture de la proposition 137 du pacte. Alors, sur la performance économique depuis une économie sérieuse de stabilité. C'est pour ça que c'est une première partie de réponse pour Angela. Ainsi, nous reconnaissons et servons la performance économique fondée non sur le salariat, qui stresse, précarise et déshumanise, mais sur sa variante humaniste synarchiste, le mutual, que nous allons définir depuis une économie sérieuse de stabilité et un régime constitutionnel, institutionnalisant
après l'exécutif, le législatif et le judiciaire, un quatrième pouvoir, jusqu'ici implicite, scientifico-médiatique, qu'il faut aussi, sinon créer, du moins instituer et organiser, et créant un cinquième pouvoir, socio-organisatif ou placier, nous en parlerons tout à l'heure, on reviendra là-dessus, à inscrire dans la loi constitutionnelle naissant après ces quatre pouvoirs, alors constitutionnellement institués parce qu'institutionnalisés et installés dans les mœurs, se contrôlant mutuellement par des hiérarchies appropriées, afin de rendre à tout jamais impossible les dérives totalitaires, inhérentes au régime de concentration des pouvoirs, dictature et démocratie dirigiste. Voilà, donc c'est une première réponse pour Angela. Donc, osons le dire, c'est vraiment agréable quand nous recevons des courriels de motivés qui nous disent j'ai lu le pacte, enfin qui nous écrivent pardon, j'ai lu le pacte et telle proposition me donne envie de poser telle ou telle question, alors autant qu'il y en ait d'autres. Ou tout simplement je voudrais en parler avec vous, oui. Donc il y a possibilité d'envoyer un mail. Exactement. Alors, la deuxième partie la deuxième question, la deuxième grosse partie, donc on va rentrer dans les solutions et quelles sont les solutions proposées par le pacte synarchiste réel durabiliste. Donc en 1, j'ai pris la flex sécurité de l'emploi. Pourrais-tu nous en parler un petit peu? Ensuite, il y aurait la fonctionnalisation massive. Attends, on commence peut-être par la flexisécurité dont tu parles, parce que il est vrai que, c'est mentionné d'ailleurs dans le pacte. Oui, la proposition 145 que je lirai tout à l'heure. D'accord, j'en parle avant que tu me le dises comme tu le souhaites. En fait, c'est un grand souci parce que quand on parle à beaucoup de gens en leur disant ce serait bien d'avoir un monde stabilisé, donc garantie de l'emploi, donc égal à un monde de fonctionnaires, la plupart des gens ne comprennent pas ce que ça veut dire des fonctionnaires flex-sécurisés. C'est complètement différent du monde des fonctionnaires qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Le monde des fonctionnaires d'aujourd'hui, c'est un certain nombre de gens, alors il y en a, ce sont des gens courageux, qui travaillent bien sûr, mais il y en a aussi, c'est aberrant, ils sont payés à dormir, enfin c'est quasiment ça. Donc là, on peut se dire c'est inquiétant. Je prends l'exemple, je t'avais raconté ce genre d'exemple de gens au milieu de la recherche scientifique qui, au bout de 2 ans, vont travailler à présenter un rapport au centre de recherche scientifique qui les emploie, en notifiant ça et ça, on se demande s'ils ont travaillé 15 jours, pas 2 ans. Sans parler de ceux qui vont répéter telle ou telle expérience qui est connue, il suffit d'ouvrir des livres, en allant ici ou là pour soi-disant expérimenter ceci, cela. On se dit, mais quel gâchis. Donc oui, il y a un moment donné, il faut se dire, c'est pas ce genre de fonctionnaire dont nous parlons, nous. Le fonctionnaire dont nous parlons, la fonctionnaire dont nous parlons, c'est quelqu'un qui est fonctionnaire juridiquement parlant, ou qu'il est sur un plan économique dans le sens de il est ou elle est garantie de l'emploi à vie. Ça veut dire que ce n'est plus, alors on revient sur le corps placier, donc on a un corps d'État nouveau qui apparaît, avec des gens qui sont des administrateurs civils et en dessous des attachés d'administration qui ont l'intelligence artificielle à leur service pour gérer des êtres humains qui arrivent dans tel ou tel endroit, type chambre de commerce, et qui disent voilà, madame ou monsieur le placier, je viens vous rendre visite parce que je voudrais du travail, mais c'est un travail donc, qui va être cadré, on en avait déjà parlé sur une vidéo antérieure, mais qui va être cadré sur les nécessités du marché. On sait que dans 5 ans, il va y avoir besoin de tant de gens qui auront telle formation pour servir l'intérêt général dans le marché. On sait aussi qu'il y aura tel et tel grands industriels ou même petites et moyennes entreprises qui vont employer des gens ayant cette formation-là, ou ce type de formation, et donc on va avoir le placier qui va dire Madame, Monsieur, bien voilà,
je vous propose telle formation pour arriver à ça. Et là, c'est pas le personnage lambda qui va avec je ne sais pas quel argent payer 5, 6 000 euros pour avoir telle formation. Alors le pauvre n'a pas le droit aux formations, le pauvre doit rester pauvre toute sa vie. Ça, c'est le système actuel, c'est inacceptable. Non, c'est payé par les impôts, les formations sont structurées à l'échelle étatique, voire supra-étatique, et là, l'individu est sûr d'avoir un emploi. C'est pas « Ah, j'ai travaillé, j'ai une formation, mais zut, ça y est, il n'y a plus d'emploi ». La fonctionnalisation que nous prenons est une fonctionnalisation éthique et respectueuse de l'individu et de la collectivité. Absolument. C'est bien cela. Et donc nous éviterons ainsi tout ce qui est clientélisme, embauche, pour s'octroyer des votes supplémentaires de la part de... Parce qu'on embauche, donc la famille un tel votera pour ma paroisse. Tu m'en avais parlé tout à fait, c'est vrai que ces maires et d'autres personnages qui jouent sur des pauvres gens qui attendent, c'est comme ceux qui attendent une HLN, et on leur dit il n'y a pas de place, alors qu'il y en a plein. Mais simplement, on se dit ça va augmenter les voix, les gens se diront j'ai obtenu grâce à tel ou tel maire. C'est horrible, horrible, horrible. Et le clientélisme, c'est vrai, on a une offre sur un marché, puis en fait on sait qu'on va placer le neveu, ou tel copain qui a sa petite entreprise, ou bien qui veut simplement telle place. Ce que tu dis, c'est vraiment important, c'est plus jouable, ces systèmes mafieux, on n'en peut plus. Il faut absolument que ce soit carré, qu'il y ait justement des gens dont la fonction, et qui à mon avis l'accompliront avec grand cœur, dont la fonction sera d'aider les autres à avoir du travail en permanence, c'est-à-dire tout le temps. Parce que la fonction publique, c'est rendre service à la collectivité. C'est ça la fonction publique. Absolument. Absolument. Et là, en le répétant à tout le monde... Un service. Absolument, mais oui. Voilà. Donc nous avons parlé de flex sécurité. Donc à ce propos, comme je le disais tout à l'heure, je vais lire un extrait du pacte, oui. Une autre proposition du pacte, la proposition 145, il me semble. Je la trouve. Alors, mutualisation, polyvalence, formation, pilier de la fonctionnalisation massive. Donc la proposition 145 en elle-même. Cette idée, inspirée des structures de gestion de la fonction militaire, fut préconisée, donc ça c'est l'exemple du groupe General Motors, fut préconisée après 5 ans de réflexion et de préparation en 1999 par le groupe industriel General Motors. Toutefois, le projet n'eut pas de succès parce que d'une part le groupe était au bord de la faillite, l'idée géniale venant trop tard, et que d'autre part, il n'existait aucune garantie institutionnelle par-dessus l'entreprise gigantesque elle-même, tel un État, ou mieux encore, tel un supra-État fédéral comparable à celui que nous allons bâtir. Donc la flex sécurité, General Motors, tu peux nous en parler un petit peu plus ou... Oui. En soi, très intéressant parce que, et c'est là qu'on est exactement dans ta question d'avant, de bien montrer alors c'est aussi un autre passage, mais évidemment on le dispensera, on laissera nos auditeurs le lire, du pacte, c'est distinguer, séparer, discerner la différence entre léninisation et keynési, je vais y arriver, keynésisation. Exactement. Parce que un système keynésien ou post-keynésien, c'est pas du tout des fonctionnaires qui sont là, la vie est belle. Non, c'est simplement, ce sont des individus qui sont garantis de l'emploi et qui, pour avoir cette garantie, sont contraints de, comme tu viens de le mentionner, servir l'intérêt collectif. On oublie l'égoïsme, moi je, non, c'est comment être au service de tous. On est tous ensemble sur le même caillou, la terre, on doit s'entraider. Et c'est là qu'on apprend qu'il y a telle et telle activités qui vont être des métiers d'avenir dans 5 ans. Eh bien on dit, voilà, ça me plairait beaucoup,
Puis si jamais rien ne nous plaît, bien on a la générosité de se dire je vais m'informer parce que faut que je sois au service, j'arrête l'égoïsme, je m'intéresse aux autres, c'est ce qu'on appelle donc l'altruisme efficace, et là, eh bien on peut avancer. Et le groupe General Motors, c'est impressionnant, on peut se dire un groupe industriel dans un pays très capitaliste, les États-Unis, qui soudainement propose de fonctionnariser de cette façon-là, Flexecure, donc avec formation, ses employés, du petit employé jusqu'au cadre dirigeant, en passant par évidemment les cadres supérieurs, les ingénieurs et puis les cadres intermédiaires. Et c'est là qu'on se rend bien compte que l'idée est bonne. Elle est bonne, simplement, en effet, comme le pacte le mentionne, c'était arrivé trop tard. Mais nous pouvons très bien penser à prendre sous la tutelle du supra-État fédéral européen à construire, d'une part et d'autre part, de chaque État l'acceptant dans l'Union européenne, de prendre sous cette double tutelle l'aide apportée et apportable aux grands groupes industriels, aussi aux groupes, on va dire, industrio-serviciels, c'est-à-dire bon, tout ce qui est dans le domaine des services rattachés à l'industrie, qui peuvent être regroupés, on en reparlera, en groupes industriels, enfin industrio-serviciels, mais ça veut dire à ce moment-là que les petites et moyennes entreprises, au lieu de risquer de couler, sont réunies ensemble. Ça veut dire aussi que les gens qui vont travailler sont garantis de l'emploi. Ça veut dire que la garantie de l'emploi, c'est en même temps suivre les évolutions du marché et donc assurer à chacun qu'il aura une place. Et si c'est pas maintenant, c'est un peu après, c'est après telle ou telle formation. Donc c'est extraordinairement dynamique. Une économie qui n'a plus de perdants, de laisser pour compte tout le monde, chaque individu est sûr d'avoir cette garantie d'emploi. On va parler tout à l'heure de la sortie du salariat et rentrer dans le mutualat. Bon alors je te laisse on va en parler. questionner. Donc on va rentrer dans la partie... mais avant cela, j'avais envie de dire que, comme nous en avions parlé dans la première vidéo, c'est donc une voie nouvelle que nous sommes en train de montrer, et que ça ne va pas se réaliser du jour au lendemain, mais que c'est un projet sur 60 ans, c'est une stratégie plutôt sur 60 ans, mais que par exemple, nous avons parlé tout à l'heure des corps placiers, les corps placiers peut-être en 2 ans pourront être mis en place. Mais nous allons en parler tout à l'heure, mais je tenais à dire cela maintenant avant d'oublier. Il est vrai que les agents, le terme le plus précis serait donc les administrateurs, d'une part, il y a la façon française des administrateurs civils, mais ils seront peut-être aussi militaires, les attachés travaillant pour le corps placier, en effet, auront vraiment une fonction extrêmement importante dans ce nouveau régime. Donc nous allons parler du mutualat, et donc pour enrichir le débat sur cette mutualisation qui est prônée par le pacte, je vais vous lire quelques propositions. Bon, 143, 144 et 146. Donc, mutualisation, polyvalence, formation, piliers de la fonctionnalisation massive. La mutualisation, la polyvalence professionnelle et la formation continuelle sont les 3 piliers institutionnels, structurels de la fonctionnalisation massive que nous allons établir. Tu ne l'as pas vu tout à l'heure. Il m'a semblé, mais bon, j'ai peut-être tellement retravaillé sur... Non, j'ai pas lu ça tout à l'heure. D'accord. Le 144, l'idée d'une fonctionnalisation massive garantissant un emploi à vie à chaque individu d'une population donnée est une réalité socio-économique possible dès aujourd'hui, dès l'instant qu'en échange est demandé à chacun, chacune, des nouveaux et nouvelles fonctionnaires d'être flexibles. Cette flexibilité étant assurée en cas de délocalisation d'un site de production industrielle ou en cas de fermeture d'un poste de travail ou autre cessation d'activité industrielle, de service induserviciel, commercial ou artisanal, par
soit un reclassement au choix sur le plan géographique, soit un reclassement donnant suite à un stage professionnel dans le cadre de la formation certi-diplômante tout au long de la vie, sur le plan sociologique, dit sectoriel, selon les nécessités de la collectivité et les vocations de chacun, chacune. Or, un tel modèle économique, impossible à penser avant maintenant, car seulement aujourd'hui les hausses de productivité le rendent économétriquement viable, puisque fonctionnel, implique et nécessite que les employés de tout niveau, constituant la masse salariale devenue masse mutualale, après le transfert de chacun d'entre nous dans la comptabilité générale d'une nouvelle entité administrative, le corps socio-organisatif ou placier, soit prêté aux entreprises de toutes sortes, par le supra-État européen en voie de gestation, voire par chaque État européen, prenant progressivement modèle sur lui, au fur et à mesure que l'Union va se fédérer nécessairement. Donc là, mutualisation, corps placier, Anne-Philippe. Alors, que dire? Pourquoi un corps placier? Qui seront les agents placiers? Pourquoi sortir du salariat pour rentrer dans le mutualat? Sortir l'humain du marché? Alors, déjà, bon, forcément, à travers la toute première question que tu m'as posée aujourd'hui, on se rend bien compte que précarisation, puis peu à peu paupérisation, ça amène à la naissance de mafias. Finalement, on peut avoir même des policiers privés qui vont soi-disant nous défendre et qui finalement vont nous taper dessus parce qu'un tel les a payés pour ça. Enfin, on peut penser toutes les atrocités du monde. On peut surtout se dire que la salarisation, si on la continue comme elle existe, elle ne peut qu'aboutir à des individus en burn-out, des individus stressés, des individus fous. De toute façon, c'est la catastrophe. Donc, à un moment donné, il va être nécessaire, si c'est pas maintenant, c'est dans un siècle, mais alors entre deux, on aura de quoi s'entretuer. Donc, le plus tôt possible sera le mieux, c'est d'arriver à mutualiser les gens, et mutualiser, alors là, en effet, c'est totalement différent. On n'est plus dans le salariat, dans le sens où on n'a plus la construction d'un système qui laisse les individus en dérive à trouver eux-mêmes du travail quand ils en trouvent, avec un pôle emploi qui les aide, ça on a déjà parlé lors de la première vidéo, mais c'est de se dire aussi d'avoir un cadrage qui assure mutuellement à tous de l'emploi. Je ne sais pas si j'ai à peu près répondu à ce moment. Oui, et puis sur la question, donc ce serait aussi une aide aux petites entreprises, parce que pour les petites entreprises, l'entrée dans les 35 heures, ça a été difficile. Donc cette mutualisation aussi permettrait aux petites entreprises de mieux gérer ces 35 heures. D'accord, là je commence à suivre ce que tu veux m'amener à dire, et tout à fait, oui. Alors, il est vrai que on connaît tous les magouilles du système ultralibéral dans lequel nous sommes entrés, et si on rentre dans un système totalitaire, malheureusement on comprend que les magouilles resteront autrement. Je préfère que nous n'entrons pas dans un système totalitaire. Oui, mais je préférerais. Tu vois déjà le populisme qui est arrivé dans tel ou tel pays, enfin, bref. L'idée, elle est là, c'est que, en effet, le petit entrepreneur, si on lui impose 35 heures, bien, il va dire à son employé, ce qui se pratique maintenant couramment, cher collaborateur, tu continues de travailler 35 heures, mais le soir, tu restes 1 ou 2 heures gratuites de plus dans l'entreprise. Comme ça m'évitera l'année prochaine de prendre quelqu'un à ta place. Donc voilà. Donc on a une garantie de l'emploi, entre guillemets, avec des contrats qui sont renouvelés, avec beaucoup de guillemets. Voilà, dans le monde dans lequel nous entrons de plus en plus. Et forcément, les individus, un jour ou l'autre, commencent à avoir la haine. Et oui, c'est le fondement du populisme, il est louable. C'est la souffrance des gens, à cause d'un système oligarchique qui n'a plus aucun respect de l'individu, qui est une marchandise comme le reste. Donc il nous faut absolument sortir l'individu
du marché, de la marchandisation, assurer à l'individu la garantie de l'emploi par un système supra-étatique et étatique. À partir de là, ouf, on est sorti, on s'épargne ces dérives totalitaires, et aussi le retour à des dérives finalement financières qui ne sont pas plus jolies, parce que la guerre économique avec tous les gens qui meurent au champ de bataille ou qui deviennent fous, qui vont prendre un camion, écrabouiller 80 personnes à Nice parce qu'ils ont un problème psychiatrique qui est né de « je trouve plus de travail, je ne sais plus qui je suis, au secours ». Donc de toute façon, à terme, oui, il faut absolument changer ce régime, changer le fondement même, c'est-à-dire la marchandisation de l'être humain. Il faut exclure l'être humain du marché et assurer à l'être humain qu'il ait cette garantie de l'emploi en échange de cette flexibilité dont on a parlé, qui est le fait d'apprendre. Le soir, on ne va pas au théâtre ricaner bêtement, on est à apprendre le métier suivant. Mais on est fier parce qu'avec des années, oui, on n'aura peut-être pas le super vêtement, ceci, cela à la mode, mais par contre, on aura le métier qui suit. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire pour que ça rentre bien dans les mémoires collectives. La fonctionnalisation que nous préconisons, une fonctionnalisation éthique et respectueuse de l'individu, mais aussi, et là c'est mais aussi, de la collectivité. Oui. Voilà, je le redis parce que ça, il faut que ce soit bien compris par nos auditrices et nos auditeurs. Oui. Voilà. Alors, nous allons revenir sur le corps d'État placier. Qui seront ces fameux agents placiers? Comment travailleront-ils? Alors, évidemment, l'intérêt, tant qu'on a une école nationale d'administration, qui sera peut-être dans le futur un peu plus centrée technosciences pour comprendre un petit peu la réalité de demain, un peu moins bureaucratique, un peu plus humaniste aussi, parce que comprenant justement qu'est-ce que c'est qu'un être humain, c'est pas une chose imaginaire, c'est quelqu'un qui a un métier, qui a une famille, voilà. Et à partir de là, oui, on aura des administrateurs, disais-je un petit peu avant, donc civils, pour parler à la façon française, des administrateurs donc qui auront la compétence de savoir gérer des métiers. On aura des attachés qui travailleront avec eux, on aura de l'intelligence artificielle, donc des roboticiens, ou plus exactement, modestement, des informaticiens capables de savoir quels sont, alors ça impliquera évidemment, comme on le retrouve dans le pacte d'ailleurs, un rapport à ce qu'on appelle en France le note bleu de Bercy, donc le ministère des Finances, c'est toujours, avec un an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans d'avance, qu'il y a telle ou telle propension à développer tel ou tel type d'activité sur le marché d'un pays comme la France. Citais-je évidemment la 5e puissance économique, mais n'importe quel pays, on peut avoir la même logique de se dire, voilà, on va vers ça ou ça. Tel grand groupe industriel, bon, il suffit de regarder la comptabilité, alors j'ai le bilan... Le compte de résultat. Exactement, et on va se dire, finalement, on regarde gestion prévisionnelle, et on se dit, voilà la stratégie d'entreprise, elle va aller vers tel achat, telle fusion, telle acquisition dans un an, et puis peut-être dans 2-3 ans, on a compris que ça tend vers... La stratégie. Exactement, et cette stratégie d'entreprise, quand on l'a comprise, on comprend aussi qu'il y a peut-être un moment de protectionnisme, recentrage métier, ou du métier d'origine, j'entends, de l'entreprise, du groupe industriel en question, ou bien, à contrario, on est dans une période où il y a une expansion, on retourne vers un marché plus global, et à ce moment-là, forcément, on se diversifie avec tel et tel nouveau métier dans l'entreprise. Bon, mais quoi qu'il en soit, enfin, dans le groupe industriel, j'entends, mais quoi qu'il en soit, l'idée, elle est là, c'est de se dire qu'il y a des gens qui sont informés, des initiés entre guillemets, comme ça se dit dans les milieux financiers, donc des gens qui vont pouvoir dire au service de l'État et de la collectivité et du supra-État européen que nous allons créer, eh bien, il va y avoir à un moment donné des gens pouvant dire, toi là, tu cherches un emploi, je suis ton attaché placier, je viens de regarder sur mon ordinateur, voilà, je peux te dire tel emploi, surtout pas, mais tel autre, surtout, vas-y, et je vais t'aider, je vais t'orienter au niveau de la formation à suivre. On en avait un petit peu parlé lors de la vidéo inaugurale. Donc les agents placiers seront main dans la main avec les entreprises. Donc ils sauront
ils auront été informés de quel métier nouveau, quel nombre d'agents vers telle ou telle et telle technologie les entreprises auront besoin. Alors tout à fait, ces agents économiques que sont l'ingénieur, la secrétaire même, la secrétaire qui sera avec un ordinateur très bientôt, elle sera plus que secrétaire, mais bon, on va vers disons oui, de l'intelligence artificielle. Cependant, oui, comme tu le dis, c'est vraiment main dans la main, c'est-à-dire que c'est l'intérêt des entreprises, alors pour la petite ou moyenne entreprise, mais aussi pour le grand groupe industriel, d'avoir des collaborateurs absolument bien formés et motivés pour telle ou telle activité. Donc c'est gagnant-gagnant, parce que le petit individu de base qui va se dire « je suis plus en train de chercher du travail, de galérer dans des espèces de soi-disant chômage, et bon, non, c'est fini, et pour risquer de finir clochard, parce que ça, on va avoir aussi le nombre de sans domicile fixe, et il y en aura de plus en plus. Ça, il faut aussi se réveiller et avant que ce soit la catastrophe. Eh bien, on peut très bien conceptualiser d'ores et déjà que c'est vraiment gagnant-gagnant, parce que le petit individu, j'entends dire quand je dis petit, l'individu en tant que tel, ne sera plus dans cette angoisse permanente de se dire, on en a déjà parlé en première vidéo, quel va être mon avenir? Non. Là, il y a quelqu'un de compétent qui est en contact permanent avec telle ou telle entreprise, avec plusieurs groupes industriels qui reçoivent des informations, et cet individu, il faut qu'il donne des informations, pardon, et cet individu, ce placier, va pouvoir dire à l'individu lambda, demandeur d'emploi, eh bien voilà, tu peux avoir tel ou tel emploi, c'est pour dans 1 an et demi, je te donne une formation de 6 mois, et t'es top pour aller dedans. Et on a déjà signé le contrat, c'est pas au secours, où est-ce que je vais? Je pense que tu seras d'accord avec moi, Danfi, il faut redonner du sens au travail, et redonner une certaine valeur au travail, et non plus caser des gens dans une place, entre guillemets, un emploi, entre guillemets, mais leur donner un vrai métier, et un métier qui soit susceptible d'évoluer, de changer, et de rester dans les vocations de chacun, chacune. Qu'en penses-tu? Complètement, il faut en finir avec la bureaucratisation qui vient de certaines instances de l'État. D'ailleurs, on revient sur cette mauvaise fonctionnalisation et la remplacer par une sage fonctionnalisation où précisément on répond aux besoins du marché en assurant aux individus d'avoir cette sécurité de l'emploi. Sophia. Oui. Et je voulais juste terminer cette vidéo pour parler de l'artisanat, des artisans. Que deviendront-ils dans la société à venir? On n'a pas parlé, mais on peut en parler de ce qui est proposé dans le pacte des groupes industrie servicielle. Ose nous lire quelques passages, oui. J'ai pas de passage sur les groupes industriels. J'ai pas la proposition 197. 197, tu as raison, c'est ça. C'est ça. C'est bien. Je l'ai noté en plus, mais là... Alors, en effet, dans l'économie développementale de marché que nous bâtissons, les très petites et moyennes entreprises seront protégées, et leur capital risqueur et fondateur aussi, parce qu'elles seront mutualisées selon leurs activités. Par exemple, cette illustration étant valable tant pour les entreprises d'aide aux invalides, notamment aux citoyennes des 4e et 5e âges, que pour les entreprises de secteurs innovants, tels l'informatique ou la nano-électronique. Tous les artisans boulangers et pâtissiers pourront se regrouper en un groupe induserviciel des métiers de bouche, qui disposera des ressources financières d'un groupe industriel à l'échelle de l'Union, disposant d'un comité d'entreprise réunissant l'ensemble des entreprises exerçant des métiers de bouche de l'Europe unie, selon notre exemple. Puisque notre comptabilité internationale à l'échelle européenne gérera des groupes soit industriels traditionnels, soit induserviciels mutualisés, selon notre conception, en regroupement interprofessionnel des métiers de
telle ou telle nature. Absolument, quand tu évoques l'artisanat, quand on pense par exemple à un ébéniste d'art, tu pouvais demander avant, l'ébéniste d'art allait te préparer à, par exemple, une tête de lit pour dormir, un beau lit fabriqué main, artisanalement, à la pièce, bon, évidemment. Aujourd'hui, l'artisan qui voudrait jouer ce genre de métier, à moins d'être logé par papa-maman et d'être nourri par papa-maman, ne peut plus survivre, il ne peut plus face à la concurrence des machines. Alors peut-être pas, tu me disais tel ou tel grand groupe qui fabrique des meubles, mais en tous les cas, que même... nous ne citerons pas. Que nous ne citons pas de groupe, mais en tous les cas, oui, ce n'est plus possible aujourd'hui pour l'artisan d'art d'avoir un travail véritablement d'artiste, bien évidemment, mais ce n'est plus possible, entre guillemets, ça peut l'être encore. Alors justement, c'est à considérer qu'on a 3 niveaux de métiers qui vont être en compétition dans les années 2050-2070. Et il est intéressant, en effet, d'y penser d'ores et déjà, à savoir que, oui, il y aura le tout un chacun qui sera fabriqué par des appareillages technologiques très avancés, ça sera comme ça, point, ok, dirigé par de l'intelligence artificielle et quand même contrôlé par des humains, plus ou moins, mais par contre, il y aura aussi, alors les quelques-uns qui nous fabriqueront des pièces uniques, le véritable artisan d'art, quasiment un artiste, évidemment, mais qui coûteront alors là, pour le coup, une fortune, parce que ce sont des métiers qui se raréfient, donc le prix augmente. Prix salaire-profit, il n'y a pas de possibilité de penser autrement. Forcément, ça va devenir très très onéreux. Donc tout le monde ne pourra plus y avoir accès. Et puis, par contre, apparaîtront d'autres types de métiers, c'est là qu'il faut penser en termes de technologue. Il y aura l'artisan d'art qui pourra dessiner ce qu'il voudrait représenter en 3 dimensions, le placer dans un ordinateur, scannage, et ensuite, là, on n'aura plus des systèmes de 3D, on n'aura plus des imprimantes 3D, mais un système beaucoup plus performant de l'époque, des années 2050-2070, qui sera capable de fabriquer, de couper, de scier, de ciseler, et oui, justement une tête de lit, comme je viens de le dire, magnifiquement, mais évidemment ce ne sera plus le travail au burin de l'artisan d'autrefois, ce sera la machine qui travaillera, mais elle aura été pilotée, on va dire, par des informaticiens et des roboticiens qui auront pensé avec des artisans d'art comment on pourrait avoir ça et ça et ça pour le numériser, et ensuite qui sera tout de même lancé par, depuis le dessin d'un artisan d'art. Donc il y aura 3 niveaux d'artisans dans le futur qui vient devant nous. Il y aura toujours un respect de la nature, des agriculteurs, je dirais, bio, respectueux de la nature, des éleveurs de chevaux, des gens... parce que l'humain est proche de la nature, nous en parlions tout à l'heure avant cette vidéo, et il faut que l'humain reste, il faut que nous restions très proches de ce qui nous anime, de la beauté de la nature, respectueux de l'environnement, et donc il y aura toujours des métiers qui iront dans ce sens. Je confirme ce que tu dis, heureusement, parce que j'aime plus loin, c'est une évidence, plus on va numériser le monde, plus l'individu va se dire mais que suis-je autour ? Et donc on va retourner vers une quête de soi, un yoga, un neuro-yoga, parlons neurocognitif, mais oui, on va avoir de plus en plus d'individus se disant mais qu'est-ce qui est fondamental dans tout ça, puisque si tout est automatisé, mais où suis-je ? Et là, on risque d'avoir justement un retour à la beauté, parce que l'individu va se dire je veux justement de la nourriture saine à côté de la nourriture industrielle, je veux aussi la conscience de moi, saine, non plus une conscience polluée par le diktat du marteau et de l'enclume qui m'oblige à acheter tel produit. Le diktat du marketing. Très bien dit. Alors Delphine, nous sommes à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais un ajout, une conclusion ?
Que n'avons-nous pas cité dans les quelques pages que tu avais notées? Regarde bien, je ne suis pas convaincu que nous ayons tout évoqué. Si, on est passé par 137, 138, 140, 143, 144, 46, mutualisation, flex sécurité 145. 60 et quelques, il n'y avait pas. Non, nous n'avions pas de 160 professionnalisation, la fonctionnalisation. Tu veux que je l'évoque, je regarde ce que c'est. Oui, peut-être. 160. Ah oui, c'est l'énimisation, nous en avons parlé tout à l'heure. Bon, alors passons, on avait dit, c'est pas voilà. Nos auditeurs passionnés se diront, bon, allez, j'ai le courage de lire un livre qui nous annonce peut-être un moyen d'éviter le les pire. dictatures affreuses absolument, et de l'autre côté, la dictature financière qui est tout aussi affreuse d'une autre façon. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont se dire, lisons tout cela et écrivons à ces gens. Oui, je pense qu'on a tout dit. Donc nous montrons un modèle, une voie nouvelle. À bientôt. C'est pas grave.